La soirée avait commencé sans la moindre précipitation, une de ces nuits de semaine si tranquilles qu'elle laisse à peine un souvenir. C'était le début de l'automne 2002, dans la campagne de l'Indiana. L'air commençait à se rafraîchir, mais la chaleur de la journée persistait encore à l'intérieur de la petite maison de plain-pied, à la lisière de la ville. Angela Booth, âgée de 17 ans, s'y était déjà retrouvée seule. Sa mère travaillait tard dans un centre de soins local et, à cet âge, Angela était jugée assez responsable pour se débrouiller seule pendant quelques heures. Il n'y avait eu aucune dispute lorsque sa mère était partie ce soir-là. Aucun pressentiment que quelque chose n'allait pas. Juste un rappel de verrouiller la porte, de réchauffer les restes si elle avait faim, et d'appeler en cas de besoin. Angela avait grandi dans cette maison. Chaque craquement du plancher, chaque son que les murs émettaient après la tombée de la nuit, lui était familier. Elle n'était pas imprudente, mais elle n'était pas particulièrement craintive non plus. Ses amis la décrivaient comme une jeune fille prudente, introvertie, quelqu'un qui préférait la prévisibilité. Elle passa la soirée à faire des choses ordinaires, regarder la télévision, feuilleter un cahier d'école, arpenter les pièces lorsque l'ennui s'installait. Rien dans cette nuit ne laissait présager qu'elle se terminerait différemment des dizaines d'autres avant elle. À 21h42, le silence fut rompu par un appel téléphonique qui aurait dû tout changer. L'opératrice du 911 répondit comme à son habitude, s'attendant au mélange coutumier de plaintes pour tapage, de disputes domestiques et d'urgences médicales. Mais à la place, une jeune voix féminine se fit entendre. Elle était calme, ni affolée, ni hurlante, juste assez maîtrisée pour paraître délibérée, mais tendue d'une manière qui alerta immédiatement l'opératrice. L'appelante s'identifia comme étant Angela Booth et donna son adresse. Elle ne se pressa pas. Elle parlait lentement, comme si elle choisissait chaque mot avec soin. L'opératrice demanda quelle était l'urgence. Il y eut une pause. On pouvait entendre la respiration d'Angela, saccadée, comme si elle luttait pour la contenir. Elle commença à parler, puis s'arrêta. Quand elle essaya de nouveau, sa voix baissa d'un ton. Elle dit qu'elle avait peur. Elle dit que quelque chose n'allait pas. Elle ne dit pas pourquoi. Une autre question fusa, calme et procédurale. Angela ne répondit pas tout de suite. Il y avait un bruit faible en arrière-plan, quelque chose d'indistinct, pas assez fort pour être identifié. Sa respiration s'accéléra. Elle répéta qu'elle était chez elle. On aurait dit quelqu'un qui essayait de ne pas être entendu. Puis, brusquement, la communication fut coupée. L'appel tout entier dura moins d'une minute. En quelques minutes, des unités de patrouille furent envoyées à l'adresse. Sur le papier, il s'agissait d'une simple vérification de bien-être, déclenchée par un appel de détresse vague. Il n'y avait aucun signalement de crime en cours, aucune menace explicite décrite. Pourtant, la réponse fut rapide. Les agents arrivèrent et trouvèrent la maison plongée dans le noir, à l'exception de la lueur blafarde du téléviseur à l'intérieur. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Ils s'annoncèrent en entrant. Personne ne répondit. La maison était silencieuse, d'un silence qui semblait total, comme si elle avait été laissée intacte. Angela était introuvable. La première inspection des lieux ne révéla rien d'ouvertement alarmant. Aucune trace d'effraction, pas de vitre brisée, aucune porte endommagée. Les meubles étaient en place. La cuisine semblait parfaitement normale, avec un verre de soda à moitié vide sur le comptoir. Dans le salon,
La télévision diffusait doucement devant un canapé vide. Les chaussures d'Angela étaient près de la porte d'entrée, exactement là où elle les laissait d'habitude. Son sac à dos était dans sa chambre, posé contre le mur. Dans la cuisine, le téléphone était décroché, la ligne toujours ouverte. C'était le genre de détail qui pouvait signifier beaucoup de choses, mais à ce moment-là, il fut simplement traité comme un détail et non comme un avertissement. Les agents parcoururent le reste de la maison en l'appelant par son nom. Aucune réponse. Ils vérifièrent le jardin, la cour latérale, la rue voisine. Personne ne l'avait vu partir. Personne n'avait entendu de bruit suspect. Les lumières des voisins étaient allumées, mais leurs fenêtres ne révélaient rien d'inhabituel. En l'absence de preuves visibles de lutte et d'aucune indication d'entrée par effraction, la première hypothèse s'imposa rapidement. Angela avait peut-être paniqué. Elle avait peut-être mal interprété un bruit ou une ombre. Les adolescents fuguaient parfois. Parfois, ils partaient brusquement et revenaient tout aussi brusquement une fois la peur passée. Les notes de l'opératrice reflétaient cette incertitude. L'appel fut enregistré comme une détresse non spécifique. Les agents intervenus notèrent l'absence de signes de danger évidents. À minuit, Angela Booth fut officiellement déclarée disparue. Sa mère rentra plus tard cette nuit-là et découvrit une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Des voitures de police devant sa maison, des agents qui attendaient pour lui parler, des questions auxquelles elle ne pouvait répondre parce qu'elle ne les comprenait pas encore. Elle ne cessait de poser la même question, encore et encore. Où était sa fille? Et pourquoi ne l'avait-elle pas appelée, elle, en premier? Quand on lui parla de l'appel au 911, la confusion se mua en incrédulité. Angela n'appelait pas les services d'urgence à la légère. Elle n'était pas du genre à dramatiser. Si elle avait eu assez peur pour composer le 911, c'est que quelque chose l'avait terrifiée au-delà de sa capacité à l'expliquer. Sa mère insista sur le fait qu'Angela n'aurait jamais quitté la maison pieds nus, sans son sac à dos, sans un mot. Elle n'aurait pas disparu volontairement. Mais les premières heures d'une affaire de disparition sont fragiles, façonnées autant par les hypothèses que par les preuves. Sans signe clair de violence, l'urgence s'estompa. La maison fut sécurisée, mais pas traitée comme une scène de crime. Aucune équipe de police scientifique ne fut appelée cette nuit-là. Le voisinage ne fut interrogé que le lendemain matin. L'appel lui-même, le seul lien direct avec l'état d'esprit d'Angela dans ses derniers moments connus à la maison, fut brièvement examiné puis classé. L'enregistrement fut décrit comme peu clair, trop faible, trop court, ne contenant pas assez d'informations pour en tirer des conclusions. Alors que la nuit avançait, l'absence se fit plus pesante. La maison semblait anormale sans Angela. Non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que rien n'avait changé. Chaque objet familier restait là où elle l'avait laissé, comme si elle pouvait franchir la porte d'un moment à l'autre. Mais elle ne revint pas. Ses premières heures s'écoulèrent tranquillement, sans alarme ni sirène pour fendre l'obscurité. Au lever du jour, le récit avait déjà commencé à se former. Pas officiellement, mais subtilement. Une adolescente effrayée, une réaction excessive, une disparition sans preuve d'acte criminel. Pourtant, une question persistait sous la surface, sans réponse et dérangeante. Si Angela avait simplement paniqué, de quoi avait-elle eu peur? Et pourquoi sa voix avait-elle baissé jusqu'à devenir un murmure lorsqu'elle avait appelé à l'aide? L'appel au 911 devint le centre de tout ce qui suivit, même s'il fut relégué en marge de l'enquête.
une jeune fille avait lancé un appel depuis l'intérieur de sa propre maison, demandant une aide qu'elle n'a jamais reçue. Quelque chose l'avait interrompue. Quelque chose avait mis fin à cet appel. Et alors que la nuit de sa disparition se fondait dans le matin, la vérité restait suspendue dans ces dernières secondes d'audio, non examinée, inexpliquée, et commençant déjà à s'échapper. Le matin se leva sans apporter de réponse. Le soleil éclaira la même rue tranquille, la même maison modeste, comme si la nuit précédente s'était écoulée sans conséquence. Mais à l'intérieur de la maison des Booth, tout semblait figé dans un instant inachevé. Les inspecteurs revinrent tôt, ne répondant plus à une vague inquiétude, mais à l'absence d'une jeune fille de 17 ans qui s'était volatilisée après avoir appelé à l'aide depuis chez elle. Cette fois, l'approche fut plus lente, plus méthodique. Pas urgente comme l'exige une scène de crime évidente, mais prudente, avec la retenue qu'impose l'incertitude. La maison fut fouillée pièce par pièce, non pas parce que quelque chose d'évident avait été manqué la veille, mais parce que quelque chose d'invisible pouvait encore s'y trouver. À première vue, rien ne contredisait l'évaluation initiale. Les meubles étaient en place. Il n'y avait aucun objet cassé, aucune tache, aucune marque sur les murs ou les sols qui suggéraient une lutte. Les portes ne montraient aucun signe d'effraction. Pour quiconque ne connaissait pas la famille, la maison semblait normale, presque trop normale. Mais les enquêtes tournent rarement autour de ce qui est évident. Elles tournent autour de ce qui ne colle pas. La chambre d'Angela était petite et bien rangée, le genre de pièce qui reflétait la routine plutôt que le chaos. Son lit était fait sommairement, comme si elle s'y était assise plus tôt dans la soirée. Des vêtements étaient pliés sur une chaise. Ses manuels scolaires étaient empilés sur son bureau. Rien ne semblait avoir été dérangé. Mais un détail attira presque immédiatement l'attention. La fenêtre de sa chambre était ouverte. C'était la fin de l'automne en Indiana. La température avait chuté pendant la nuit. Ouvrir une fenêtre pour prendre l'air n'avait guère de sens, surtout pour une fille décrite comme prudente et frileuse. La moustiquaire était intacte. Il n'y avait aucune empreinte de pas sous la fenêtre à l'extérieur, aucun signe clair que quelqu'un ait été entré ou sorti par là. Pourtant, elle était ouverte, et personne ne pouvait expliquer pourquoi. Dans la cuisine, les enquêteurs s'arrêtèrent sur un détail qui serait passé inaperçu pour la plupart des gens. L'une des chaises de la table était légèrement déplacée, tournée de biais comme si quelqu'un s'était levé rapidement. Elle n'était pas renversée. Ce n'était pas spectaculaire, mais cela détonnait avec le reste de la pièce où tout semblait statique, figé dans la configuration exacte laissée par Angela. Son journal intime fut trouvé dans le tiroir de sa chambre. C'était un simple carnet rempli de courtes entrées sur le stress scolaire, ses projets d'avenir et de petites frustrations quotidiennes. La dernière entrée s'arrêtait brusquement, au milieu d'une phrase, 2 jours avant sa disparition. Il n'y avait aucune explication, aucun signe de détresse émotionnelle, aucune mention de peur ou de conflit, juste une pensée inachevée qui s'était interrompue sans crier gare. Pris isolément, chaque détail signifiait peu de choses. Une fenêtre ouverte, une chaise déplacée, une page de journal inachevée. Rien de tout cela ne constituait une preuve. Ensemble, ils créaient un malaise diffus qui s'installa sur l'enquête sans offrir de direction. Les inspecteurs commencèrent à élargir leurs recherches, essayant de construire un portrait d'Angela au-delà des murs de sa maison.
Ils parlèrent à ses professeurs, qui la décrivirent comme attentive, réservée et constante. Elle n'était pas connue pour faire des histoires ou sécher les cours. Ses notes étaient stables. Elle ne cherchait pas l'attention. Quand elle était absente, on le remarquait. Ses amis brossèrent un tableau similaire. Angela n'était pas du genre à disparaître sur un coup de tête. Elle avait un cercle restreint, principalement des filles qu'elle connaissait depuis des années. Elle ne sortait pas avec des garçons. Elle ne faisait pas le mur. Elle ne parlait pas de fuguer. Au contraire, on la décrivait comme étant d'une prudence presque maladive, quelqu'un qui réfléchissait longuement avant de prendre une décision. Il n'y avait aucune trace numérique suggérant la préparation d'une disparition. Son activité en ligne était minimale, limitée à des recherches scolaires et à des messages occasionnels avec ses amis. Pas de compte secret, pas de communication inexpliquée, pas de plan élaboré en secret. Chaque entretien poussait la même conclusion à la surface. Angela Booth ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait choisi de partir. Sa mère répétait cette conviction sans relâche. Elle décrivait une fille qui n'aimait pas être seule à la maison le soir, qui verrouillait les portes même pendant la journée, qui appelait pour donner des nouvelles si elle se sentait mal à l'aise. L'idée qu'Angela soit sortie dans le noir, sans chaussures, sans ses affaires, sans rien dire à personne, lui semblait impossible. Et pourtant, c'était la seule explication que les preuves semblaient étayer. Sans scène de crime claire et sans suspect immédiat, la police fut contrainte d'adopter une position familière. Ils scindèrent l'affaire en deux théories de travail. La première était la plus troublante. Quelqu'un était entré brièvement dans la maison. Il n'y avait pas eu de lutte car il n'y en avait pas eu le temps. Angela avait senti que quelque chose n'allait pas, suffisamment pour appeler le 911, mais pas assez pour le décrire clairement. Ce qui s'était passé ensuite s'était déroulé rapidement et silencieusement, ne laissant aucune trace évidente. La seconde théorie était moins inquiétante, mais tout aussi troublante. Angela avait peut-être mal interprété quelque chose d'inoffensif, un son, une ombre, le sentiment d'être observé qui accompagne parfois la solitude nocturne. La peur l'avait submergée. Elle avait appelé à l'aide, puis s'était calmée, avait décidé qu'elle avait surréagi et avait quitté la maison de son propre chef. Aucune des deux théories n'expliquait pleinement les faits. La première impliquait un intrus qui n'avait laissé aucune trace. La seconde exigeait qu'Angela ait agi en totale contradiction avec son caractère. Au centre de ces deux possibilités se trouvait l'appel au 911. La bande fut réécoutée, cette fois par les enquêteurs plutôt que par les superviseurs du centre d'appel. Ils prêtèrent une attention particulière au son de la voix d'Angela, aux pauses entre ses mots, à la façon dont son ton baissait au fil de l'appel. Il était clair qu'elle était effrayée. Ce qui ne l'était pas, c'était pourquoi. Il n'y avait aucune menace audible, aucun bruit de fond identifiable, aucun son de lutte, rien d'assez concret pour justifier une classification différente de l'appel. Il fut jugé non concluant. La décision fut prise de ne pas le rendre public. À l'époque, le raisonnement semblait pragmatique. Diffuser un audio peu clair risquait d'alimenter les spéculations. Sans crime confirmé, on s'inquiétait de la vie privée, des mauvaises interprétations, de la panique inutile. La bande fut enregistrée comme pièce à conviction et remise au stockage. Ce choix, fait discrètement et sans controverse, allait définir le reste de l'affaire. À mesure que la journée avançait, le sentiment d'urgence commença à s'émousser. Plus Angela restait portée disparue sans preuve de violence,
plus il devenait difficile de justifier une recherche à grande échelle. Les ressources étaient allouées avec parcimonie. L'affaire progressait, mais sans élan. Les voisins furent interrogés. Aucun n'avait vu Angela partir. Aucun n'avait entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Les caméras de surveillance des intersections voisines n'offrirent aucune image utile. La chronologie se resserrait au lieu de s'étendre, se repliant sur les mêmes questions sans réponse. Le soir venu, la maison fut rendue à la mère d'Angela. Elle avait l'air exactement comme avant, et cette normalité devint une forme de cruauté. Chaque objet semblait chargé de sens. Chaque bruit dans la nuit devenait menaçant. L'endroit d'où Angela avait appelé à l'aide n'était plus que silence. Pour les enquêteurs, le manque de clarté était frustrant. Pour sa mère, il était insupportable. L'absence de preuves ne la rassurait pas. Elle la ressentait comme un effacement. Au fil des jours, les théories se durcirent sans évoluer. La piste de l'intrus restait spéculative. La théorie du malentendu restait insatisfaisante. Et la bande du 9-11, le seul moment où Angela avait été entendue vivante et effrayée, restait sous-scellée, sa pleine signification non examinée. Ce que personne ne réalisait encore, c'est que la décision de traiter cet appel comme non concluant avait déjà façonné l'avenir de l'enquête. L'indice le plus important de l'affaire avait été identifié, écouté, puis mis de côté. Et alors que la recherche d'Angela Booth se poursuivait sans direction, la vérité restait enfouie dans ce simple enregistrement, attendant que quelqu'un l'entende enfin différemment. Dans les semaines qui suivirent la disparition d'Angela Booth, l'enquête s'élargit, à la recherche de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. La maison n'avait rien donné de concluant, alors les inspecteurs regardèrent au-delà, vers les personnes et les lieux qui pourraient expliquer pourquoi une jeune fille de 17 ans avait eu assez peur pour appeler le 911 avant de disparaître sans laisser de traces. Les premières pistes étaient prévisibles. Un délinquant fiché vivait à 3 rues de là, une présence qui, à elle seule, suffisait à inquiéter les voisins une fois la disparition d'Angela rendue publique. Les inspecteurs l'interrogèrent rapidement, avec soin et méthode. Son emploi du temps de cette nuit-là fut confirmé par plusieurs sources. Les images de surveillance d'une station-service le placèrent à des kilomètres de là au moment où Angela avait passé son appel. La piste fut enregistrée et refermée. Les soupçons se déplacèrent. L'attention se tourna vers un ancien beau-père, un homme au tempérament connu et à l'histoire compliquée avec la mère d'Angela. Il était sorti de la vie d'Angela depuis des années, mais les séquelles émotionnelles des conflits passés faisaient de lui une personne évidente à interroger. Les enquêteurs lui demandèrent où il se trouvait. Il fournit des reçus, des témoins et des relevés téléphoniques qui le plaçaient ailleurs. Aucune preuve matérielle ne le reliait à la maison, aucun mobile ne put être étayé. Une autre porte se referma doucement. Sans suspect clair, l'enquête commença à tourner en rond. Les inspecteurs parlèrent avec l'administration de l'école d'Angela. Ils examinèrent les registres de présence et les dossiers disciplinaires. On demanda au professeur si Angela avait semblé troublée ou distraite. Personne ne signala quoi que ce soit d'anormal. Elle ne s'était pas confiée à un conseiller. Elle n'avait montré aucun signe de détresse suggérant qu'elle prévoyait de disparaître. Une équipe de construction travaillant sur un projet routier à proximité fut ensuite interrogée. Le timing était plausible. Des étrangers dans la région, des hommes travaillant tard, des camions qui allaient et venaient. Leurs horaires furent vérifiés.
Aucun d'eux ne se trouvait près de la maison d'Angela cette nuit-là. Aucun ne la connaissait. Une autre théorie s'évanouit. Chaque piste suivait le même schéma. Un intérêt initial, un interrogatoire minutieux, une élimination logique, puis le néant. Au fil des mois, l'affaire commença à peser, non pas parce qu'elle avançait, mais parce qu'elle stagnait. Les enquêteurs continuaient de travailler dessus, mais sans l'urgence que procurent de nouvelles preuves. Les hypothèses initiales persistaient en arrière-plan, influençant discrètement les décisions. Il n'y avait eu aucun signe de violence, aucun témoin, aucun mobile clair. La possibilité qu'Angela soit partie de son propre chef planait toujours, non prouvée, mais tenace. Un nom, cependant, revenait sans cesse, de manière si discrète qu'il était facile de l'ignorer. C'était une connaissance de la famille, quelqu'un qu'Angela connaissait depuis des années. Ce n'était pas un parent, mais pas non plus un inconnu. Il était entré plusieurs fois dans la maison des Booth. Il connaissait les horaires de travail de la mère d'Angela. Il savait quand Angela était susceptible d'être seule. Son nom apparaissait dans les premiers entretiens, mentionné nonchalamment par les voisins et les amis. Il était décrit comme serviable, familier, quelqu'un qui prenait des nouvelles de la famille de temps en temps. Lorsque les inspecteurs lui parlèrent, il était calme et coopératif. Il répondit aux questions volontiers. Il offrit des explications sans hésitation. Ses notes d'interrogatoire étaient brèves. Aucun signe de nervosité, aucune contradiction qui se démarquait à l'époque. Il fut classé comme peu prioritaire et rapidement mis de côté. Ce qui ne fut pas reconnu alors, ce furent les petites incohérences enfouies dans son récit. Les heures qu'il mentionnait ne coïncidaient pas parfaitement avec l'appel au 911. Sa description du moment où il s'était trouvé pour la dernière fois près de la maison changea légèrement entre les conversations. Mais sans que l'enregistrement de l'appel d'Angela soit examiné publiquement, ces divergences n'avaient rien pour les ancrer. Elles existaient sur le papier, assez subtiles pour se fondre dans le bruit d'une affaire déjà surchargée d'incertitudes. Alors que les semaines se transformaient en mois, la lassitude des enquêteurs commença à s'installer. Les affaires de personnes disparues sans violence évidente sont parmi les plus difficiles à maintenir. Les ressources sont limitées. De nouvelles affaires arrivent chaque jour, chacune exigeant de l'attention. Les inspecteurs changeaient d'affectation. Les responsabilités juridictionnelles se déplaçaient à mesure que les pistes traversaient les frontières des comtés pour ne mener nulle part. Chaque passation de dossier signifiait revoir les anciens fichiers, relire les rapports, puis se heurter au même manque de réponse. Les signalements se firent rares. Le téléphone sonnait moins souvent. Les affiches qui couvraient autrefois les vitrines des magasins et les poteaux téléphoniques commencèrent à se décolorer, leurs bords s'enroulant sous le soleil et la pluie. Le visage d'Angela, autrefois partout, devint plus facile à ignorer. Sa mère n'arrêta jamais de poser des questions. Elle appelait régulièrement le commissariat, parfois avec de nouvelles idées, parfois simplement pour demander si quelque chose avait changé. Les réponses étaient toujours prudentes, mesurées et insatisfaisantes. L'enquête était en cours. Aucune piste n'avait été complètement écartée. Ils y travaillaient toujours. Derrière ces assurances, l'affaire perdait de son élan. En interne, le statut d'Angela fut réévalué. Sans preuve qu'elle était en danger immédiat, sa classification changea. Elle n'était plus considérée comme une personne disparue en danger. L'affaire fut classée inactive,
une décision bureaucratique au poids émotionnel immense. Inactive ne signifiait pas close, mais cela signifiait silencieuse. La bande du 911 resta sous scellé, mentionnée mais rarement réécoutée. Elle était toujours considérée comme trop vague pour changer la direction de l'enquête. La diffuser était perçue comme risquée. On craignait les mauvaises interprétations du public, les fausses confessions, le fait d'attirer l'attention sur une affaire sans nouvelles informations pour la soutenir. La bande devint quelque chose qui n'existait que dans les rapports et les mémoires, pas dans la conscience publique. Les années passèrent. La disparition d'Angela devint une histoire dont les gens se souvenaient imparfaitement. Certains se rappelaient d'une fugueuse. D'autres se souvenaient de l'appel au 911, mais pas des détails. Les rumeurs comblèrent les vides laissés par le silence. Chaque récit s'éloignait un peu plus des faits. La connaissance de la famille resta exactement là où il avait toujours été, présent mais sans histoire. Son nom reposait dans le dossier, non surligné. Il ne fut jamais rappelé pour un second entretien. Personne ne fit le lien entre son emploi du temps et l'appel de manière à sonner l'alarme. Sans raison claire de le réexaminer, il demeura tel qu'on l'avait catalogué dès le début, coopératif, sans histoire et vite oublié. Les premiers enquêteurs prirent leur retraite. De nouveaux inspecteurs héritèrent du dossier, épais de rapports mais maigres en conclusion. Chaque fois qu'on l'ouvrait, il racontait la même histoire. Une jeune fille avait disparu. Un appel avait été passé. Rien n'avait suivi. L'absence de preuves, lentement, se mua en une sorte de récit à part entière. Si quelque chose de terrible était arrivé, il y aurait sûrement eu des signes. Si quelqu'un avait enlevé Angela, il aurait sûrement commis une erreur. Plus le silence s'étirait, plus il devenait facile de croire que la vérité, quelle qu'elle soit, était devenue hors de portée. Pour la mère d'Angela, le temps n'émoussait rien. Au contraire, il aiguisait la douleur. Chaque année sans réponse renforçait le sentiment que quelque chose avait été manqué, que cet appel avait plus d'importance que quiconque ne l'avait admis, qu'Angela avait essayé de dire quelque chose et qu'elle avait manqué de temps. Le dossier sommeillait pendant de longues périodes, son silence seulement interrompu par les anniversaires de la disparition ou des révisions occasionnelles, dictées par la procédure plus que par un réel progrès. Chaque examen aboutissait à la même conclusion. Aucune nouvelle piste, aucune nouvelle preuve. Et pourtant, enfoui dans le dossier, conservé sur une bande analogique et du papier vieillissant, le moment le plus important de l'affaire restait inchangé. Le son de la voix d'Angela, le rythme de ses mots, le silence qui avait suivi. Il attendait, inaperçu, tandis que les années passaient et que la technologie avançait. Il attendait, tandis que les personnes qui avaient parlé à Angela pour la dernière fois vieillissaient et passaient à autre chose. Il attendait, tandis que l'idée de ce qui lui était arrivé se transformait lentement en une supposition plutôt qu'un fait. Ce que personne ne pouvait encore voir, c'est que l'affaire n'était pas au point mort parce qu'il n'y avait plus rien à trouver. Elle était au point mort parce que les mauvaises pistes avaient été écartées trop tôt. Et alors que l'enquête s'effaçait dans le décor d'une ville qui avait appris à vivre sans réponse, la vérité restait exactement là où elle avait toujours été. Contenue dans un enregistrement que personne ne croyait capable de changer quoi que ce soit, attendant le moment où quelqu'un appuierait enfin sur play et écouterait assez attentivement pour entendre ce qui avait toujours été là.
Chaque affaire que nous traitons sur cette chaîne n'est pas une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et d'assemblage des pièces de vie réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à poursuivre la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à dévoiler la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer la vidéo, vous abonner et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus touché. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez voir d'autres affaires non résolues qui ont été élucidées, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, retournons à l'affaire. Les années passèrent d'une manière inégale. À l'extérieur de la maison des Booth, le temps suivait son cours, comme il l'a toujours fait. De nouvelles familles emménageaient dans le quartier. Les routes étaient refaites. Des commerces ouvraient et fermaient. Mais à l'intérieur de cette maison, presque rien n'avait changé. La mère d'Angela n'a jamais déménagé. Elle a gardé la même adresse, le même numéro de téléphone, la même routine, comme si partir risquait de rompre le dernier lien physique avec sa fille. La chambre d'Angela restait intacte, rien n'a été mis en carton, rien n'a été réutilisé. Les anniversaires se succédaient sans célébration, marqués seulement par le silence et le poids de ce qui aurait dû être. L'affaire suivait un schéma similaire. Dans la communauté, le nom d'Angela s'estompa pour devenir quelque chose de moins tangible. Elle devint une histoire dont les gens se souvenaient imparfaitement, une sorte de légende urbaine locale, qui persistait sans résolution, mais n'exigeait plus d'attention. Pour sa mère, le silence n'était jamais passif. Il était actif, oppressant. L'appel au 911 restait le point d'ancrage de sa mémoire, non pas parce qu'il était dramatique, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Angela n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait essayé d'expliquer calmement, prudemment. Ce détail comptait. Cela signifiait qu'Angela réfléchissait. Cela signifiait qu'elle réagissait à quelque chose de réel. 16 ans après la disparition d'Angela, le dossier fut rouvert. Pas à cause d'un indice ou d'une confession, mais suite à un changement de politique interne. Partout dans le pays, les services de police étaient incités à réexaminer les affaires non résolues impliquant des appels d'urgence sans conclusion claire. Les avancées technologiques avaient largement dépassé les outils de l'époque. Ce qui ressemblait autrefois à du grésillement n'avait plus à le rester. Une unité des affaires non résolues fut chargée de réexaminer la disparition d'Angela Booth. Pour la première fois depuis des années, le dossier fut lu du début à la fin par des enquêteurs sans aucun lien personnel avec l'affaire. Ils n'étaient pas encombrés par les hypothèses de départ. Ils l'abordèrent comme une énigme à résoudre et non comme une histoire déjà écrite. La bande du 911 fut sortie des archives. En 2018, la technologie d'amélioration audio avait considérablement évolué. Des logiciels pouvaient désormais isoler des fréquences, supprimer les interférences de fond et amplifier des sons auparavant considérés comme du bruit sans importance. Les techniciens commencèrent à travailler avec l'enregistrement original. Au début, les résultats semblèrent décevants, mais à mesure que les couches d'interférence étaient retirées, des détails commencèrent à émerger. Non pas des sons nouveaux, mais des sons plus clairs. Il y avait un mouvement en arrière-plan de l'appel. Pas fort, pas chaotique. C'était le son de pas maîtrisés, délibérés, qui n'étaient pas ceux d'Angela. Puis, il y eut autre chose. Une voix,
à peine audible, se superposant à la respiration d'Angela. La certitude qu'elle avait été seule commença à se fissurer. Les techniciens continuèrent d'affiner l'audio. Ils le ralentirent. Ils isolèrent des moments précis. Et là, enfouis sous des couches de bruit autrefois considérées comme du simple grésillement, ils entendirent Angela murmurer quelque chose. C'était bref, bas, et cela n'était jamais apparu dans la transcription originale. La phrase ne sonnait pas comme de la panique. Elle sonnait comme une reconnaissance. Les implications furent immédiates et troublantes. Angela n'appelait pas parce qu'elle imaginait quelque chose. Elle réagissait à une présence à l'intérieur de sa maison, quelqu'un d'assez proche pour qu'elle ressente le besoin de baisser la voix, quelqu'un qu'elle pensait pouvoir l'entendre. Pour la première fois, l'idée qu'Angela était seule au moment de l'appel semblait impossible à défendre. Le nom de la connaissance de la famille refit surface. Cette fois, il ne s'effaça pas. Son accès à la maison, sa connaissance de l'emploi du temps de la mère d'Angela, la manière dont ses déclarations avaient subtilement changé autour de l'heure de l'appel, tout cela semblait maintenant différent. La grande question devint alors, fallait-il rendre public cet enregistrement? La décision divisa le service. Finalement, elle fut prise. Pendant 16 ans, l'affaire avait existé dans le silence. Ce silence n'avait protégé personne et n'avait servi à rien. La mère d'Angela fut informée en premier. Elle écouta l'audio amélioré et lorsque le murmure retentit, elle le reconnut immédiatement, non pas parce qu'elle comprenait chaque mot, mais parce qu'elle comprenait la peur derrière. Cela confirmait ce qu'elle avait toujours cru. Angela n'avait pas été seule. Lorsque l'enregistrement fut enfin diffusé, il apparut en ligne avec une brève déclaration du service de police. 16 ans après sa disparition, le public entendit la voix d'Angela pour la première fois. L'audio était troublant par sa retenue. Angela ne pleurait pas, ne criait pas. Sa respiration était courte, mesurée, comme celle de quelqu'un qui essaie de rester calme, alors que quelque chose à proximité exige toute son attention. Puis vint le moment qui changea tout. Vers la fin de l'appel, Angela murmura un seul mot. Ce n'était pas fort, mais c'était sans équivoque. Le nom d'un homme. Pendant des années, l'absence de détails avait laissé la spéculation dériver dans toutes les directions. Maintenant, avec un seul mot, l'éventail des possibilités s'effondra sur lui-même. Le nom n'était pas celui d'un étranger. Il pointait vers quelqu'un qui était déjà dans le dossier, déjà interrogé, déjà écarté. La réaction fut immédiate. La police agit rapidement, consciente que le temps comptait à nouveau. La connaissance de la famille dont le nom semblait correspondre au murmure fut de nouveau convoquée pour un interrogatoire. Cette fois, le ton était différent. Les enquêteurs le confrontèrent à l'audio amélioré et à une nouvelle preuve. Les archives de son téléphone portable le plaçaient à proximité de la maison des Booth dans l'intervalle exact où Angela avait passé l'appel. Face à cette information, son récit commença à se fracturer. Les petits ajustements se transformèrent en contradictions. Il admit être passé près de la maison, puis admit y être entré. Il prétendit qu'Angela l'avait laissé entrer, que rien de mal ne s'était passé. Il nia lui avoir fait du mal. Mais sa version ne correspondait pas à la peur dans la voix d'Angela. Elle n'expliquait pas le murmure. La pression qui suivit la diffusion de la bande était sans précédent. Lorsque la connaissance de la famille fut de nouveau interrogée, ce n'était pas une conversation. C'était une confrontation. L'enregistrement passait en boucle dans la pièce.
son calme s'éroda. Finalement, il reconnut être entré dans la maison sous un faux prétexte. Il dit qu'il n'avait pas prévu de la blesser, qu'Angela avait sursauté en réalisant qu'il était là, que la panique l'avait envahi quand elle avait attrapé le téléphone. Il affirma que sa mort était accidentelle. Quand on le pressa de dire où Angela se trouvait, ses réponses se firent plus lentes. Finalement, il les conduisit jusqu'à une propriété boisée lui appartenant, un endroit qui n'avait jamais été fouillé. La découverte des restes d'Angela mit fin à 16 années d'incertitude de la manière la plus irréversible qui soit. Pour sa mère, l'incertitude avait disparu. L'attente était terminée. Ce qui la remplaça fut un chagrin aux arêtes vives comme des lames de rasoir. Des poursuites judiciaires furent engagées. La justice, si longtemps retardée, n'arrive pas toujours intacte, mais elle arrive. Pour Angela Booth, le son de sa propre voix avait accompli ce que des années de silence n'avaient pu faire. Le murmure avait fait voler en éclats le mystère. L'affaire avait franchi une ligne, passant du non-dit à la quête de responsabilité. Et tandis que l'homme dont Angela avait murmuré le nom faisait face à un nouvel examen, la question qui avait hanté l'affaire pendant 16 ans devenait plus nette. Non pas si quelqu'un était là cette nuit-là, mais combien de temps encore la vérité avait-elle attendu d'être dite à voix haute? La question d'un plaidoyer de culpabilité s'est posée, non que la vérité fût incertaine, mais parce que la condamnation se devait d'être à l'épreuve de tout recours. L'accusé a fini par reconnaître sa responsabilité juridique, bien que sa version des faits ait toujours tourné autour de la thèse de l'accident et non de l'intention. La sentence reflétait autant la gravité du crime que la complexité de juger une affaire qui aurait dû être élucidée dès les premiers instants. Dans le prétoire, le nom d'Angela fut prononcé maintes et maintes fois. Non plus comme un mystère, non plus comme celui d'une disparue, mais comme celui d'une victime dont le dernier appel à l'aide avait été enregistré puis ignoré. L'enregistrement de cet appel fut versé au dossier comme pièce à conviction. Sa voix emplit de nouveau la salle, plus basse que n'importe quel témoignage et pourtant plus pesante que tous. Nulle célébration n'accueillit le verdict. Pas le moindre sentiment de triomphe. Juste la reconnaissance collective que cette issue, malgré sa justesse juridique, arrivait bien trop tard pour avoir le poids qu'elle aurait dû avoir. La mère d'Angela a tout enduré, debout, écoutant les détails s'agencer en une structure qui, enfin, prenait sens. Le chuchotement, la présence, le silence qui s'ensuivit. Elle avait vécu 16 ans avec ces fragments, privés de leur contexte. À présent, ils formaient un tout, et cette complétude était presque insoutenable. L'affaire fut officiellement classée peu après. Dossier mis à jour. Preuves cataloguées, archivées. La mention « affaire non élucidée » fut retirée. Sur le papier, l'histoire touchait à sa fin. Mais une fin comme celle-ci n'apporte pas de point final. Elle a quelque chose de correctif, comme si un tort avait enfin été redressé, sans pour autant effacer les dégâts qu'il avait causés. La certitude que la voix d'Angela avait toujours été suffisamment claire, si seulement on l'avait écoutée différemment, planait sur chaque conclusion. L'appel qui aurait pu la sauver était devenu une relique sous scellée, prisonnière de la prudence et des a priori. Il détenait la vérité depuis le début. Une vérité non pas cachée, ni même codée, simplement inentendue. Le délai ne résultait pas d'un manque de preuves, mais de la conviction qu'une preuve, pour compter, devait revêtir une forme particulière. Quand l'enregistrement fut enfin entendu, il n'épaissit pas le mystère.
Il y mit fin. Le prix de ces 16 ans d'attente ne se mesure pas seulement en temps perdu, mais en une vie qui ne rentra jamais à la maison. Le dernier acte d'Angela Booth fut de lancer un appel à l'aide depuis l'endroit même où elle aurait dû se sentir le plus en sécurité. Sa voix portait en elle assez d'informations pour tout changer, si seulement on lui avait permis de le faire. Au final, l'histoire ne se clôt pas sur une résolution, mais sur une prise de conscience. La reconnaissance que l'écoute est capitale, que l'hésitation a des conséquences et que le silence, une fois accepté, peut s'étirer sur des décennies. La voix d'Angela demeure préservée. Ce n'est plus une question. Et la vérité qu'elle portait reste un rappel que parfois, la preuve la plus importante n'est pas celle qui manque, mais celle qui a toujours été là, attendant simplement que quelqu'un la prenne suffisamment au sérieux pour l'entendre.